Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube Automota pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. La Fiat Grande Panda, renaissance moderne de la Fiat Panda qu'on a connue à partir des années 80. Elle a été vendue à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1980 et 2003. Et c'est surtout le retour de la marque Fiat sur le segment des citadines, puisqu'elle n'y était plus depuis 2018 et la fin de la Fiat Punto. Donc cette Grande Panda qui va reprendre pas mal de codes de la Panda d'origine et notamment son ADN de voiture simple, robuste et pratique. Parce que oui, c'est une citadine, 3,99 m de long. Donc vraiment, on est dans le cœur du segment des citadines avec la R5, la C3, la Dacia Spring par exemple. Mais c'est une voiture assez robuste, assez compacte, 1,57 m de haut. Et elle a quand même une allure très musclée avec ce capot très haut, avec des lignes très marquées. On va le voir un petit peu plus tard. Mais c'est pas la citadine toute petite, toute mignonne qui se faufile un petit peu partout. Donc on a quand même une certaine allure sur cette voiture et pas mal d'éléments donc qui la rendent moderne et vraiment dans l'air du temps. Alors au niveau de la motorisation, bien c'est pareil, on aura le choix entre l'essence, l'électrique ou ici l'hybride 48 volts, donc de l'hybride léger, pas tout à fait hybride, pas tout à fait hybride rechargeable, on le verra au moment de conduire cette voiture. Et au niveau des tarifs, eh bien on sera à partir de 18 400 € pour l'hybride. Dans cette finition, la Prima, donc qui est la finition haut de gamme de la Grande Panda, on aura un prix à partir de 22 900 €. Et en entrée de gamme, eh bien, il faudra se tourner vers l'essence évidemment, avec un prix de base à 15 900 €. Et pour l'électrique, ça sera bien sûr un petit peu plus élevé, on sera à partir de 23 000 € et on pourra grimper à 28 29 000. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, la Fiat Grande Panda est une citadine de 3,99 m, donc ce qui la place vraiment au milieu de ce segment. Mais on peut le voir ici sur le côté, eh bien, au niveau du gabarit, on est quand même sur quelque chose de costaud. On va le voir au niveau du design, il y a plein de petits éléments en fait qui font que cette voiture a une certaine allure et une certaine robustesse sur la route. Et ça commence directement par la face avant, où on voit déjà ce capot très haut avec des lignes très marquées. Donc on sent déjà la volonté d'avoir une voiture robuste avec ce bouclier quand même qui est assez proéminent vers l'avant. Mais moi, ce que j'aime beaucoup sur cette face avant, eh bien, c'est la signature lumineuse ici. On aura de nombreux LED dans les feux avant. Donc c'est vraiment très joli, ça fonctionne bien, c'est moderne. Et regardez, on aura même un bandeau qui relie les deux, où là aussi on aura des pixels. Alors ils s'allument pas, c'est juste vraiment du design pur et dur. Mais c'est vraiment joli, je trouve que c'est très réussi. Et on aura le logo Fiat non pas au milieu, mais sur le côté. Donc là, voilà, pareil, c'est des petits éléments, mais qui font que cette voiture, elle a un look vraiment sympathique. Et regardez, au niveau du bas du bouclier, eh bien c'est un petit peu le même esprit. Donc vraiment, une face avant très expressive, très moderne, et que je trouve franchement très réussie. Sur le côté de la voiture, eh bien ce look sympa se confirme. On va commencer directement par les jantes. Donc ici, jantes en alliage 17 pouces. Alors elles sont exclusives à cette finition, la Prima. Donc pour les deux autres versions d'entrée et de milieu de gamme, on aura des jantes en acier de 16 pouces. Mais en tout cas, celle-ci, eh bien, je les trouve vraiment très jolie, vraiment originale. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette voiture, on va avoir des petits easter eggs, des petits logos un petit peu cachés. Sur la face avant, on a bien sûr le nouveau logo Fiat sur le bandeau qui relie les deux phares, mais on a aussi l'ancien logo de la marque qui se cache un petit peu au milieu de la calandre. Et regardez bien sur le côté, donc on va voir bien sûr le nouveau logo ici sur les jantes, mais on a l'ancien ici sur le passage de roue, à l'avant et à l'arrière. On va voir le nouveau logo Fiat ici, donc juste derrière la vitre arrière, et on a le Panda ici, et bien sûr le Panda directement intégré à la carrosserie. Donc on a vraiment un petit peu ce lien entre l'ancienne Fiat Panda et la nouvelle Grande Panda, donc un mélange de nostalgie et de modernité. Donc on voit vraiment un petit peu l'évolution, et je trouve ça très sympa. Alors il y en a peut-être un petit peu beaucoup, certes, mais voilà, c'est quand même sympa de faire ça, de faire ce rappel, et de pas oublier bien la marque dans son ancien temps, et bien sûr la Fiat Panda qui est l'ancêtre de cette Grande Panda. Et on le verra donc à l'intérieur comme à l'extérieur, il y aura pas mal de petits historiques comme ceci, le logo Panda, le logo Fiat sur la voiture. Alors je reviens bien sur cette carrosserie, mais cette inscription Panda, elle vient s'intégrer dans un bombage de la carrosserie, donc il la rend encore plus robuste. Regardez au niveau des passages de roues, c'est assez proéminent aussi. Donc c'est vraiment ce qui donne une fière allure à cette voiture. On a les poignées de porte en noir, donc je trouve que ça ressort plutôt bien avec ici les montants qui sont en noir également. On a les vitres surteintées
à l'arrière, donc ça c'est pour la finition, la Prima, encore une fois. Mais voilà, je trouve que ce soit à l'avant ou sur le côté, et on le verra un petit peu après, à l'arrière, ben, cette voiture elle est à la fois robuste, vraiment très expressive, mais aussi super sympa, déjà très jolie, et puis avec des petits éléments en fait qui en font une voiture sympathique et un petit peu attachante, je dois l'avouer. Et pour rendre cette voiture encore plus robuste, et bien sur cette finition, la Prima, on aura droit à des barres de toit qu'on n'a pas sur les autres finitions, et voilà, qui viennent encore renforcer l'aspect robuste et costaud de cette voiture, et presque la faire passer pour un SUV. On se trouve donc à l'arrière de cette grande Panda, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est la signature lumineuse avec ses phares étirés à la verticale. On retrouve comme à l'avant des pixels, alors beaucoup moins, mais on a des pixels à l'intérieur, et je trouve le rendu très joli. Et bah, cette forme, elle est directement inspirée des premières Fiat Grande Panda qui avaient, pareil, des feux étirés à la verticale, donc je trouve ça très joli. Et là encore une fois, c'est très carré, très anguleux, donc ça renforce un petit peu la présence de cette voiture. Regardez, ça déborde un petit peu sur le côté également. Je trouve ça vraiment très réussi. On aura encore une fois le logo Fiat directement intégré à la carrosserie, donc comme le Panda sur les flancs. Le Panda, on va le retrouver un petit peu plus discret juste ici. Alors par contre, bon, là on aura un stickers hybride, c'est pas super joli, mais bon, on passera sur ce détail. On a un petit béquet ici, alors pour le coup il est plutôt discret, mais voilà, il s'intègre plutôt bien au reste de la carrosserie. On aura le bas du bouclier donc en plastique noir, donc là qui suit un petit peu le reste de la carrosserie, que ce soit sur les côtés ou à l'avant. Mais voilà, cet arrière, je le trouve tout aussi réussi que le reste, et ça donne vraiment une composition globale que je trouve excellente et cohérente. Et pour le coup, je trouve que ce design est vraiment réussi par les designers de Fiat. On est donc installé à bord de cette Fiat Grande Panda. Et avant de parler de tout ça en détail, il y a un truc quand même assez surprenant en 2025 sur les voitures modernes. C'est ça. Oui, une clé qu'on insère et qu'on tourne pour démarrer la voiture. Donc on est vraiment plus habitué avec toutes les voitures modernes. Il suffit juste de poser la clé et d'appuyer sur un bouton. On va désactiver le son, sinon on va plus s'entendre. Mais voilà, c'est quand même assez marrant, et des fois on a tendance à oublier lorsqu'on est habitué à conduire des voitures qui n'ont plus besoin de tourner la clé. On oublie un petit peu au début. Donc voilà, pour le reste, on est quand même dans un espace très coloré, très arrondi, que je trouve vraiment très sympathique, vraiment très chaleureux, à commencer par cette planche de bord. Alors, je vous avertis tout de suite, on aura beaucoup de plastique dur, donc ça reste quand même une voiture à moins de 20 000 euros en entrée de gamme, voire à presque 15 000 euros. Donc on aura pas mal de plastique dur, mais celui-là, il a le mérite d'avoir une couleur bleue quand même, que je trouve très sympa, qui se marie bien avec le jaune de l'extérieur. Et le jaune de l'extérieur, on va le retrouver ici avec ce jaune transparent donc, qui entoure le combiné d'infodivertissement. Il se compose d'un écran de 10 pouces derrière le volant, donc avec les informations principales de conduite, la vitesse, le niveau de carburant, mais aussi les données de conduite. Donc je trouve que c'est assez clair avec la vitesse moyenne, la consommation moyenne, donc ça on va beaucoup s'en servir, et la distance parcourue évidemment. Et à côté, dans le prolongement, on aura un écran de 10,25 pouces, l'écran d'infodivertissement. Alors là, c'est du Stellantis, donc c'est vraiment aller à l'essentiel, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de réglages différents. On peut modifier par exemple la luminosité de l'écran, les appareils connectés, l'audio, mais on va pas avoir accès à 10 000 réglages comme on peut le voir sur certaines voitures. Donc là vraiment c'est du classique comme sur Citroën, comme sur Opel. Voilà, donc rien de surprenant, et on va passer le plus clair de notre temps sur Apple CarPlay et sur Android Auto, parce que le reste on n'aura pas trop l'utilité. Ensuite, ce que je trouve génial à l'intérieur de cette voiture, c'est l'espace de rangement tout simplement. Déjà, on a un accoudoir central dans lequel on peut mettre des petites affaires. Au milieu, ici, on a un triple porte-gobelet. Alors, on peut le personnaliser aussi, donc on peut faire soit un grand espace, soit deux petits, soit un moyen, un grand. Enfin voilà, vous le faites un petit peu comme vous voulez. On aura des chargeurs, donc chargeur USB-C ici, chargeur à induction. Pour continuer sur les rangements, on en a bien sûr dans les portières. On a une boîte à gants très spacieuse. On a ce petit espace ici. Et surtout, alors là c'est exclusif encore une fois à la finition La Prima, c'est cette petite Bambox, donc une petite boîte en fibre de bambou, et en fait elle fait office de deuxième boîte à gants, encore plus accessible peut-être que l'autre. Donc voilà, ici par exemple j'ai mis mon portefeuille, mes lunettes de soleil, et je la trouve vraiment très pratique et très jolie aussi quand même. Je trouve que ça s'intègre plutôt bien, et c'est sympa comme matériau, c'est vraiment très original, on n'aura pas ça dans toutes les voitures, ça c'est une certitude. Et donc, voilà, ça donne quand même une planche de bord très arrondie. Regardez ici, voilà, on a beaucoup d'angles arrondis, on a cette bambox qui est très arrondie aussi, on a le contour des écrans, et vraiment ce qui vient casser un petit peu cette ambiance ronde, ce sont les grilles d'aération, donc qui me font penser un petit peu au phare à l'arrière. Alors je sais pas si c'est fait exprès de la part de Fiat, mais on a vraiment l'impression que c'est la même forme, donc là, allongé à la verticale, avec ce petit jaune un peu plus fluo.
Donc là, peut-être que ça fera un petit peu trop de couleurs au goût de certains, puisqu'on va avoir du bleu dans les portières, avec encore une fois le logo Fiat qu'on retrouve ici, on retrouve l'ancien ici également, et là on va avoir le jaune carrosserie dans les portières. Donc bon, ça fait quand même très coloré. Alors moi j'aime bien, je trouve ça quand même vraiment chaleureux comme intérieur, avec le bleu, le blanc, le jaune. Au niveau du volant, on aura une couleur noire majoritaire, et sur la partie inférieure, bien, on retrouve le bleu qu'on a ici et sur la sellerie, et on aura surtout des boutons à retour haptique. Alors là, je tiens à adresser mes félicitations au designer de Fiat, puisque d'habitude, j'aime pas trop ces boutons dans leur utilisation, mais là, je trouve que pour le coup, ils réagissent plutôt bien, et j'ai activé le son sans le faire exprès. Je trouve que ces boutons réagissent plutôt bien, donc c'est vraiment facile à utiliser et plus simple que sur certains autres modèles où moi, je me rappelle avoir eu du mal. Alors cette couleur noire brillante, par contre, on va le retrouver sur la console centrale, avec encore une fois un liseré jaune fluo, donc en rappel au gris d'aération. Mais alors, sur cette zone, je trouve que c'est quand même dommage, parce que certes, c'est très joli lorsque la voiture est toute neuve, qu'on l'a jamais utilisée, mais là, la voiture a même pas 4000 km, et en fait, on a déjà pas mal de marques, des petites griffures, des petites rayures, forcément, des traces de doigts. Dès qu'on a les doigts un petit peu sales, c'est un carnage. Et je trouve ça dommage, parce qu'on passe d'un rendu presque premium, puisqu'on voit ça beaucoup chez Audi, à un rendu presque sale, parce que voilà, on va voir un petit peu toutes les traces de doigts. Mais bon, c'est un petit peu dommage. On aura la petite boîte de vitesse ici, enfin le sélecteur de vitesse, puisque c'est une automatique. On aura en revanche une version boîte manuelle pour l'essence, mais ici on sera bien sur une boîte auto. Et le noir brillant, on va le retrouver ici autour des poignées de porte. Alors je trouve que c'est plus judicieux ici, parce qu'on va moins mettre les mains sur cette zone, on va vraiment prendre la poignée de porte, donc on aura moins de traces de doigts ici. Ensuite, au niveau des sièges, eh bien, je suis mitigé, parce que pour tout vous dire, en voyant le design des sièges, eh bien, je me suis attendu au même confort que les sièges de la Citroën C3, donc ils sont vraiment des matelas avec le système Advanced Comfort de Citroën. Alors ils sont très bien, ces sièges, vraiment on est bien installé, c'est assez confortable, mais quand on a connu Citroën et qu'on compare un petit peu, on peut être un petit peu déçu. Alors voilà, on n'a rien à dire sur la qualité de ces sièges, mais on sait qu'il y a mieux, donc on est un petit peu frustré. Mais voilà, sinon on a un bon maintien latéral, on a cette sellerie donc couleur bleue comme le reste de la voiture, et avec un petit effet de jean, et encore une fois du jaune sur les surpiqûres. Donc voilà, je trouve à la fois joli et confortable, on a même un bon maintien latéral. Donc voilà, c'est franchement une très bonne note à accorder au confort de ces sièges, il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, quand on a connu mieux, forcément, on peut être un petit peu déçu. Et donc, en dessous de ce combiné d'infodivertissement, eh bien, on aura droit à des boutons. Donc, la console de climatisation ici, donc vraiment très pratique, très facile à utiliser. Et là où je tiens encore une fois à remercier et à féliciter le constructeur Fiat, eh bien, c'est pour la simplicité accordée aux ADAS. On le sait, elles sont obligatoires avec la norme GSR2, donc notamment l'alerte de survitesse ou de franchissement de ligne. Et des fois, c'est un petit peu compliqué pour le désactiver. Il faut un petit peu parcourir les menus, etc. On aura deux boutons sur lesquels on peut même appuyer simultanément. Et en fait, voilà, on les maintient 3 secondes et ça va désactiver. On peut le faire pendant qu'on conduit et ça va désactiver donc ces petites alertes, ces petites sonorités qui sont parfois agaçantes lorsqu'on dépasse un tout petit peu la limitation de vitesse ou qu'on mord un petit peu la ligne sur la route. Donc voilà, c'est quand même très simple, très bien pensé. Voilà, c'est des petites choses mais qui rendent quand même la voiture confortable. Au niveau du confort, justement, eh bien là, je suis très mitigé sur cette voiture, puisqu'on va avoir à la fois des équipements de très haute qualité, donc à savoir le volant chauffant et les sièges chauffants sur 3 niveaux. Donc ça, voilà, là on arrive en hiver, bon certes, là on est en mi-novembre, il fait 17 degrés, c'est pas normal, mais on arrive en hiver, et donc les sièges chauffants ils sont vraiment excellents, le volant chauffant également, le chauffage fonctionne très très bien. Mais à côté, on va manquer d'éléments qui me semblent presque indispensables dans une voiture de nos jours. Par exemple, les vitres électriques. Donc là, voilà, quand je descends ma vitre, il n'y a pas de problème, ça descend tout seul jusqu'en bas. Mais pour la remonter, il faut quand même que je reste maintenu sur le bouton. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même. On n'a pas de siège électrique, même sur la finition de la Prima. Donc à la rigueur, j'aurais pu comprendre qu'on les ait pas en entrée de gamme, mais qu'on les ait sur cette finition la Prima, qui est quand même très haut de gamme quand on voit les autres équipements. On n'a pas non plus de miroir dans les pare-soleil, donc là, si on veut se refaire une beauté ou juste vérifier si on a un truc entre les dents, il va falloir faire autrement, peut-être avec le rétroviseur ou autre, mais bon, c'est un petit peu dommage de tout dérégler pour ça. Donc voilà, c'est vraiment le petit point négatif que je trouve à l'intérieur et à l'équipement global de cette voiture, parce que vraiment, on a tout ce qu'il faut pour passer de très bons trajets. Moi j'ai beaucoup roulé avec, j'ai fait des trajets d'1 h 30, 2 heures, et franchement on est vraiment très très bien dans cette voiture, mais c'est vrai que voilà, de temps en temps il manque juste ces deux trois petites choses qui pourraient parfaire en fait le confort
au volant et en tant que passager de cette voiture. Donc voilà, on peut accorder vraiment un très bon 9 sur 10. S'il manquait pas ces petits éléments-là, on serait franchement à 10 sur 10 parce que moi j'adore l'intérieur de cette voiture, je m'y sens très bien. Tout est ergonomique, tout est pratique, tout est facile d'accès et à conduire, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est vraiment très plaisant. Et maintenant qu'on a découvert l'avant, on va aller voir à l'arrière comment ça se passe, notamment au niveau de la place. Hop, on va s'installer en direct. Alors je dois dire que c'est pas super pratique, il faut faire un petit numéro de contorsionniste pour s'installer, alors surtout pour des personnes plus grandes que moi. Je le rappelle, je mesure 1m72, je n'ai pas changé le siège conducteur de position, et donc bon, on a quand même de l'espace, on peut caler facilement nos pieds en dessous le siège conducteur, mais au niveau des genoux, bah, ça va être quand même assez restreint, donc c'est pas forcément la voiture la plus accueillante à l'arrière. Alors je vais remonter un petit peu le dossier pour m'installer vraiment droit, et là ça va, on est quand même assez confortable dans cette voiture, on a une petite hauteur à la tête, alors je pense qu'il ne faut pas mesurer plus d'1m80, sinon on passe vraiment un sale trajet. Alors en revanche, les sièges sont tout aussi confortables qu'à l'avant, on aura deux chargeurs USB-C ici, donc c'est quand même très pratique, on aura assez vite donc surteinté sur cette finition la Prima, on aura des rangements dans la portière, avec encore une fois le nom de la marque ici, donc on n'est pas prêt d'oublier qu'on est dans une Fiat. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal pour quelqu'un de mon gabarit, donc 1m72, et pour les personnes plus petites que moi, eh bien c'est quand même assez agréable. On a un petit tunnel de servitude au milieu, mais pas non plus trop encombrant. Donc voilà, je pense que cet arrière, il est bien si on n'est pas trop grand, si on ne dépasse pas 1m75, 1m80, sinon ça devient compliqué. Et maintenant il est temps de découvrir le coffre de cette Grande Panda. Alors même s'il ne s'ouvre pas électriquement, eh bien c'est l'un des gros points forts de cette voiture, puisqu'on a une capacité totale de 412 litres, donc c'est quand même au-dessus de la moyenne du marché. Donc vraiment on a pas mal d'espace, on peut mettre des petits bagages facilement, franchement, même pour partir en vacances, bah, c'est une voiture tout à fait adaptée, donc c'est vraiment une bonne chose, on a une bonne profondeur, on a un seuil de chargement qui est pas trop haut non plus, donc c'est quand même très pratique, et même pour la version électrique, si le coffre est un peu plus petit, il a quand même une capacité de charge de 362 litres, donc c'est quand même là aussi au-dessus du marché, et c'est vraiment l'un des gros points forts de cette Grande Panda, peu importe la motorisation. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de découvrir ce qui se cache sous le capot de cette Grande Panda. Et pour cette motorisation hybride 48 volts, donc de l'hybridation légère, on aura un moteur thermique d'1,2 litre. Alors rassurez-vous, ce n'est pas l'1,2 litre PureTech d'ancienne génération qui a fait souffrir pas mal de ses propriétaires. Donc on espère que cette nouvelle génération d'1,2 litre ne causera pas trop de problèmes. Mais en tout cas, elle est composée de 3 cylindres et déploie une puissance d'environ 100 chevaux et est associée à un petit moteur électrique, donc lui environ 28 chevaux pour une puissance cumulée de 113 chevaux et un couple de 205 Nm. Et on le verra, c'est quand même assez sympa à utiliser. Alors ensuite, tout le système électrique, donc une petite batterie de 48 volts, 0,8 kWh de puissance, et en fait qui va permettre, en tout cas en théorie, de réduire drastiquement la consommation de cette Grande Panda par rapport à une version thermique. Donc on verra tout à l'heure dans la partie essai routier, eh bien, si ça fonctionne ou pas. Et en fait, tout ce système électrique va permettre, notamment lors des démarrages, à la Grande Panda d'agir comme une voiture 100% électrique, c'est-à-dire qu'on aura des démarrages très fluides, très rapides et surtout très silencieux. Donc ça, c'est quand même avantageux pour une voiture citadine destinée principalement à la ville, d'être le moins bruyant possible et surtout d'avoir une fluidité et une consommation vraiment réduite. Donc ça, on le vérifiera tout à l'heure. Alors au début, on a le moteur qui s'allume quand même, mais après vous allez voir qu'au démarrage, eh bien, il va se couper. Alors je sais pas si on entendra bien avec le micro, mais là on va passer en tout électrique. Et voilà. Donc là, on est parti en ville, donc avec cette citadine, donc pour voir comment elle se comporte dans son environnement de prédilection. Donc là, pour le moment, on n'a pas dépassé les 30 km/h et premier d'automne. Alors j'en parlerai un petit peu plus tard, puisque là je vais rester sur donc ce petit moteur électrique qui reste actif. Là on est par exemple à 25 km/h et c'est toujours lui qui a la main. Donc là vraiment on consomme rien du tout. Et ça on va voir que sur le long terme en fait, sur des trajets du quotidien, et ben, ça a quand même son importance au niveau de la consommation. Et là on est en ville, en fait on fait alors peut-être un peu plus, mais quasiment aussi peu de bruit qu'une voiture 100% électrique. Donc là c'est quand même très agréable pour nous qui sommes à l'intérieur de la voiture, et puis pour les autres usagers, notamment les piétons, les cyclistes, même si
il y a toujours ce danger qu'ils n'entendent pas la voiture, qui est un problème avec les voitures électriques. Et donc là, on a dépassé les 30 km/h et le moteur thermique donc commence à faire son apparition. Et en fait, la transition entre les deux est vraiment très fluide. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien fait de la part de Fiat. Et donc en ville, sur du long terme, alors vous voyez, là, j'ai oublié de désactiver les ADAS et on va le faire tout de suite. Voilà, comme ça, vous avez une petite démonstration en direct de ce que je disais tout à l'heure. Et là, c'est bon. Donc j'ai juste appuyé sur les deux boutons simultanément et c'est bon. Et lorsqu'on est en ville, bien la consommation de cette voiture est vraiment excellente. Si on est sage, en dessous des 5 litres assez facilement, franchement, même sans rouler à la manière d'une auto-école. Donc vraiment, si on fait attention, on n'aura pas une consommation excessive en ville et c'est vraiment super agréable. Alors au niveau du confort de conduite, bien là aussi, il y a peu de choses à dire parce que la voiture réagit plutôt bien. Alors de temps en temps, on a un petit peu cette impression d'être en sous-régime, qui peut être un petit peu frustrante, mais c'est pas non plus trop embêtant. Et sinon, je trouve que la voiture a un bon comportement. Alors au niveau de l'amortissement, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, c'est pas non plus exceptionnel. Là, pour le coup, c'est peut-être le défaut majeur que je relèverais à la conduite de cette voiture, en tout cas en ville, c'est qu'on sent pas mal les défauts de la route, on va sentir pas mal les dos d'âne, on est assez secoué quand même dans l'habitacle. Donc sur ça, c'est un petit peu dommage. Je vais encore comparer à sa cousine, la Citroën C3, puisqu'elles sont basées sur la même plateforme. Bah, il y a beaucoup moins de souplesse. En fait, cette voiture est beaucoup moins souple, un petit peu plus ferme, donc ça aura ses avantages, notamment lorsqu'on sort de la ville. Là, c'est le cas par exemple. Ça aura ses avantages d'avoir moins cet effet chewing-gum sur les suspensions, mais lorsqu'on est en ville, eh bien, c'est parfois un petit peu dérangeant. Alors par contre, je trouve que cette voiture a vraiment un très bon freinage. On a un freinage un petit peu régénératif, euh, pareil à la manière des voitures 100% électriques, et donc ça permet de freiner assez facilement, vraiment sans forcer sur la pédale de frein. On a une direction très précise, pas forcément la plus souple non plus. Là, c'est un petit peu, encore une fois, le parallèle avec Citroën, où on a une direction ni trop ferme, ni trop souple. Donc là, je trouve que c'est vraiment un juste milieu, et en fait, qui pour moi montre que cette voiture ne va pas se limiter à un usage citadin, en tout cas dans cette version hybride 48 volts. Peut-être que pour la version électrique, qu'on essaiera sûrement un petit peu plus tard sur la chaîne, eh bien, on aura plus de sensations d'une voiture quasiment limitée à la ville. Mais là, en tout cas, voilà, on n'a pas une direction trop souple. On a un bon rayon de braquage, mais c'est pas non plus le plus exceptionnel du marché des citadines. Donc, je trouve que c'est une voiture très plaisante à conduire en ville. Mais voilà, regardez là, le dos d'âne, on est quand même un petit peu secoué. On l'a pas pris à une grosse allure et il était pas mal arrondi. On le sent quand même un petit peu. Bon, c'est pas non plus tape-cul, hein. On n'est pas en train de souffrir du dos, des fessiers. Encore une fois, on est aussi bien installé dans les sièges. Mais voilà, on ressent quand même un petit peu les défauts de la route. Donc ça, c'est vraiment le point négatif que je trouve à cette voiture en ville. Mais pour le reste, voilà, c'est une voiture très agréable à conduire, qui en plus, du coup, bénéficie du silence de l'électrique. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. On a une très bonne insonorisation. On a des enceintes qui fonctionnent bien lorsqu'on met la musique et qu'on va un petit peu s'ambiancer. Et là, du coup, on va sortir de la ville et on va voir que les qualités de la voiture, elles sont presque décuplées pour moi. Donc là, on va entendre beaucoup plus, bien sûr, le moteur thermique. On monte assez facilement à 70-80 parce que voilà, on a les 113 chevaux, on a les 205 Nm de couple. Donc c'est quand même une voiture citadine à l'origine, mais qui a des petites capacités. Alors je dirais pas sportives, bien sûr, parce que il faut garder certaines proportions vu qu'on parle d'une voiture à 113 chevaux. Mais je trouve que globalement, ça lui donne une petite vivacité lorsqu'on a besoin. On peut dépasser sans problème sur autoroute, s'insérer sans problème sur des voies rapides, encore une fois. Et donc, c'est quand même super agréable de ne pas avoir l'impression de devoir pousser la voiture lorsqu'on accélère. Et ce que je disais tout à l'heure concernant la direction, donc qui n'est pas trop souple, ou c'est pas une voiture qui va être super souple, qui va se tourner sur elle-même dans un tout petit rayon, etc. Et c'est que à plus haute vitesse, donc sur des routes de campagne par exemple, à entre 70 et 90 km/h, en fait la voiture va avoir un très bon comportement. Là on est en sortie de rond-point et on réaccélère. C'est très fluide. On sent que la boîte de vitesse est assez réactive quand même. C'est quand même très plaisant. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure concernant la direction, c'est qu'elle n'est pas super souple. Donc ça permet quand même d'avoir une petite fermeté dans les courbes lorsqu'on roule à 70, 80, voire 90, donc sur des routes de campagne.
là où on peut se faire le plus plaisir en voiture, et ben je trouve que la voiture là continue d'avoir un comportement vraiment exemplaire. Et en termes de consommation, mais encore une fois, la motorisation hybride 48 volts va faire son travail. En fait, sur des trajets mixtes, on dépasse rarement les 5,5 litres au 100, et encore 5,5 c'est si on la pousse un petit peu. Alors moi j'ai fait le test avec un trajet vraiment mixte qui m'a pris 1h30, où on passe par de la ville, par du périphérique parisien, donc à 50 km/h sur plusieurs kilomètres, par de l'autoroute et par des routes de campagne. Il y a vraiment un petit peu de tout. J'ai un petit peu traversé l'Île-de-France et je me suis retrouvé avec une consommation finale de 5,1 litres au 100, donc sur un trajet de à peu près 1h30 et à peu près 90 km je crois. La consommation mixte, voilà, qu'on retiendra avec cette voiture, ça reste autour des 5 litres au 100. On peut peut-être même descendre encore un petit peu parce que bon, je teste la voiture, donc des fois je la pousse un petit peu plus que je le ferais si c'était ma voiture du quotidien. Et voilà, on peut prendre des courbes quand même sans trop ralentir. On n'est pas inquiété, on a une voiture qui est bien accrochée à la route, qui est vraiment très stable. Donc je rappelle que c'est une traction, donc ce sont les roues avant qui travaillent, et ça donne à cette grande dépendable une bonne stabilité sur la route, dans les courbes. En fait, on est vraiment confiant dedans, on se sent à l'aise et on n'a pas de frayeur même lorsqu'on roule à bonne allure. Et pour ce qui est du confort à l'intérieur de cette voiture, bah là on est sorti de la ville, la voiture fait un peu plus de bruit, mais on a toujours une bonne insonorisation. On a une très bonne visibilité à l'avant, un peu réduite à l'arrière. Je trouve que la vitre est un petit peu petite. Et sinon, au sein de cet habitacle, eh bien, on est vraiment bien. Encore une fois, les sièges très confortables, bon maintien latéral, même dans les courbes. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a tout qui est accessible, donc que ce soit l'écran d'infodivertissement, la boîte à gants, la bandbox, on a juste à tendre le bras, mais c'est quand même mieux de demander à son passager, à son copilote, de l'ouvrir pour nous. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une voiture où on se sent bien, il y a un bon agrément de conduite, il y a une direction qui est très très bien aussi. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste ce qu'il faut en fait. Elle veut pas en faire trop pour être une citadine, et elle veut pas en faire trop non plus pour être une voiture au-delà de la ville. Et donc en fait, ça fait qu'elle correspond très très bien aux deux. Donc vraiment, je trouve que c'est une voiture extrêmement polyvalente. Et là, j'ai remis la consommation à 0 tout à l'heure depuis qu'on est sur des routes de campagne, et on est à 4,9 litres au 100. Donc c'est vraiment excellent en termes de consommation. Et on se demandait en introduction si l'hybridation 48 volts avait vraiment un intérêt et si elle fonctionnait en termes de consommation. Eh bien, moi je dois dire qu'avec cet essai, c'est le cas, et pas seulement depuis le début de cette vidéo. Ça fait plusieurs jours que j'ai la voiture et que je scrute un petit peu ses performances, donc que ce soit de conduite ou de consommation. Et je dois dire que c'est jamais décevant. C'est vraiment jamais décevant. C'est toujours excellent en termes de conso. Et donc ça en fait vraiment une voiture très plaisante, non seulement à conduire, mais aussi à avoir au quotidien, parce qu'évidemment, on veut éviter d'avoir des coûts, que ce soit de recharge pour des voitures électriques ou de carburant pour des voitures thermiques et hybrides. C'est l'heure du bilan de cette Fiat Grande Panda, ici en hybride 48 volts, donc l'hybridation légère et la finition, la Prima, donc la plus haut de gamme. Et bien déjà, voilà, c'est un véhicule au look attachant, assez robuste quand même, avec pas mal de touches, bien très sympa de modernité, notamment les optiques. Je le répète, j'adore ces feux avant. À l'intérieur, eh bien, c'est bourré de charme, c'est très arrondi, très coloré. Il y a plein de petits détails en fait qui font que cette voiture, eh bien, devient adorable au fur et à mesure qu'on la conduit. Et puis à conduire, eh bien, c'est vraiment un bonheur total. Alors en ville, elle a plein de qualités. Le seul petit défaut, eh bien, ce sera l'amortissement qui aurait pu être légèrement amélioré. Mais sinon, voilà, en termes de direction, en termes de sensation de conduite et en termes de confort à l'intérieur de la voiture, eh bien, c'est tout simplement excellent. Et c'est une voiture qui, lorsqu'elle sort de la ville, eh bien, ne perd aucune de ses qualités. Au contraire, on retrouve toujours un très bon plaisir de conduite, un très bon agrément de conduite, une direction très précise et vraiment à juste milieu entre la souplesse et la fermeté, donc vraiment pour avoir de bonnes sensations. Et on a une motorisation hybride avec un 1,3 litre de 3 cylindres accompagné de son petit moteur électrique qui fonctionne très bien, qui permettent de se faire plaisir, de dépasser quand on a besoin, de s'insérer facilement sur voie rapide. Et surtout, le gros point fort de cette voiture, eh bien c'est ça, consommation, voilà, l'hybridation qui est là pour réduire la consommation. Eh bien c'est une franche réussite, parce que sur des trajets mixtes, on va être autour des 5 litres, on va être en dessous des 4,5 litres lorsqu'on roule en ville et qu'on fait quand même un petit peu attention. Et même sur autoroute, on n'a pas une consommation qui s'envole, donc c'est vraiment une excellente voiture pour tous les jours.
Et c'est aussi une voiture qui a sa place dans le segment des citadines, notamment par son prix. On rappelle 15 900 euros en entrée de gamme en essence. L'hybride, ça démarre à 18 400 euros. Et même sur cette version très très bien finie, très bien équipée, on est à 22 900 euros. Donc c'est vraiment très bien placé dans le marché. Et ça peut vraiment devenir la citadine idéale, mais pas que. C'est donc la fin de cette vidéo sur la Fiat Grande Panda hybride. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, mais aussi aux réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et moi, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.